on avait prévu a priori que j'intervienne en premier dans notre discours à deux voix après avoir écrit ce petit chapitre à quatre mains. Et donc, je voulais juste très brièvement rappeler un petit peu quel était le statut de ce petit chapitre et comment est-ce que du coup on avait pensé finalement l'enseignement de la santé globale, donc dans un contexte particulier qui est celui d'une faculté de médecine, en l'occurrence celle de l'Université de Zurich. Et bon, ce chapitre, si vous avez feuilleté l'ouvrage, vous verrez qu'il est quand même très court et qu'il s'agit en fait davantage d'une notice, d'un canevas, d'un exemple et d'un exemple donc de la pratique de l'enseignement des medical humanities et en l'occurrence avec une double discipline pour l'enseignement qui est celui de l'histoire et celui de l'anthropologie. Donc cet enseignement il a été créé au début des années 2010, en 2011. Yannina était là pour le concevoir et dans sa conception il s'agit donc d'avoir ce double pied d'approche historique et anthropologique de la santé globale. Et ça correspond à plusieurs enjeux qui sont d'abord, d'un point de vue de contenu, de réfléchir, de décortiquer la construction historique de la santé globale. Guillaume a rappelé que le néologisme apparaissait de manière massive à partir des années 2000, on pourrait dire aussi un petit peu avant, à partir des années 90. Et à partir de ce constat, il y a un travail qui était vraiment celui qu'on essayait de faire avec les étudiants, qui était d'identifier et de définir ces acteurs à la fois anciens et nouveaux, cette myriade d'acteurs. Et on le voyait bien d'ailleurs sur les slides de Guillaume, c'est qu'il y a déjà une difficulté à identifier tous ces acteurs et aussi à se départir d'un système qui a longtemps été dominé par un acteur central, même si ce n'était pas le seul, qui était l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a cette dimension de connaissance qui est importante aussi pour comprendre en quoi et dans quelle mesure la santé globale correspond à une rupture, si c'est une reconfiguration d'acteurs anciens, et puis quels sont les équilibres entre certains acteurs nouveaux, certains acteurs, on pourrait penser par exemple à la Banque mondiale, qui existait mais qui travaillait sur des champs connexes, par exemple du développement, et puis qui s'investissent de manière massive. On a parlé de la fondation Bill and Melinda Gates, mais la Banque mondiale est un acteur particulièrement important, une organisation internationale qui va venir concurrencer une organisation nationale technique à l'origine, l'OMS. Et donc, il y a ce travail aussi, d'un point de vue pédagogique et didactique vis-à-vis des étudiants, peut-être de ne pas rester à un niveau extrêmement élevé de gens qui travaillent en recherche, en sciences sociales, sur ce monde complexe de la santé globale, mais aussi de faire travailler les étudiants pour comprendre ne serait-ce que ce qu'est l'OMS, d'où elle vient et comment est-ce que, pour diverses raisons, à partir des années 90, sa position change et elle-même est obligée d'adopter des stratégies qui ne sont pas forcément les siennes. Donc, parmi les enjeux que je voulais retracer, donc, il y a cette problématisation, on va dire, du fonctionnement, des discours, des évidences qui se cachent derrière la nouveauté de ce néologisme de santé globale. Et puis la proclamation aussi, souvent par des acteurs très charismatique, de son efficacité, de ses succès, voilà, de l'importance de son émergence. Et puis il y a un autre aspect qui était important pour nous, c'était aussi d'armer, d'outiller les étudiants en médecine à partir des méthodes qui sont les nôtres de sciences sociales, que ce soit d'anthropo, que ce soit d'histoire, à partir de sources diverses et variées. Et dans l'exemple qu'on prend là, dans ce chapitre qui traite d'une séance sur la médecine humanitaire, utiliser à la fois un récit ethnographique, en l'occurrence celui je vais me tromper, Peter Redfield. C'est Peter ou c'est Robert? Robert, c'est le CDC, non, Peter Redfield. Et aussi l'utilisation et le décortiquage d'un documentaire qui date de 2008, Living in Emergency, qui est le premier documentaire autorisé par MSF, mais qui n'est pas commandé par MSF, et qui va donc montrer le travail sur le terrain, en l'occurrence en Afrique de l'Ouest principalement, de missions de Médecins sans frontières. Donc je pense que ça c'est important aussi de dire que dans cette notice pratique, ce chapitre, on a essayé de montrer aussi au concret quels sont voilà, les outils qui vont permettre aux étudiants de se saisir d'un domaine aussi complexe que celui de la santé globale.
Bon, donc dans les séances de séminaire, on a traité toute une série de questions, que ce soit sur les maladies infectieuses et leur reconfiguration comme maladies émergentes. On peut penser à la grippe, que je connais bien, ou à la tuberculose, que Yanina maîtrise bien. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir ces maladies au long cours, qui ne sont évidemment pas nées avec la santé globale, se reconfigurer avec un certain nombre d'outils, de savoirs et de nouveaux acteurs au cours des années 90, 2000 et jusqu'à aujourd'hui. Bon, et donc en l'occurrence, et je terminerai rapidement là-dessus, on travaille sur cette séance particulière sur l'histoire de l'émergence de la médecine humanitaire dite moderne, donc non pas la première qu'évoquait tout à l'heure Yanina, qui naît à la fin du 19e siècle, mais celle qui va naître par exemple avec les Médecins sans frontières à la fin des années 60 ou au début des années 70, et qui a aussi l'intérêt de traverser justement l'émergence, l'avènement de cette santé globale, donc de voir comment le fonctionnement de cette médecine humanitaire elle a pu évoluer parce qu'on est dans un nouveau paysage d'acteurs internationaux. Donc, pour reprendre un peu les termes de Guillaume dans son chapitre, l'enjeu ici, dans cette séance en particulier, c'est de questionner un certain nombre d'évidences qui sont associées à la médecine humanitaire, que ce soit la neutralité des interventions par rapport à des contextes politiques, que ce soit poser la question de ces interventions d'urgence, mais qui se chronicisent et qui se répètent. Et donc, ça pose la question de leur efficacité d'une certaine manière, et puis de la confrontation à ces interventions spécifiques, particulières sur des terrains très localisés pour des durées limitées, avec des problèmes plus généraux d'inégalité sociale de santé, de déconstruction des systèmes de santé publique nationaux qui font qu'on revient à l'expression qui était évoquée tout à l'heure de technological fix et qu'on arrive à des interventions qui sont des pansements finalement sur des problèmes beaucoup plus vastes qui dépassent largement aussi la médecine et le soin apporté à des personnes en situation d'urgence à un moment donné. Voilà, donc bon, il y a une grande efficacité, je pense, dans ces enseignements à travailler sur aussi des sources de films. Et le documentaire permet de retravailler ce qu'on voit dans le texte de Peter Redfield, et en l'occurrence la culture du kit MSF. Donc le kit MSF, c'est un outil à la fois technologique, matériel, qui naît au début des années 80 et qui va intervenir dans la professionnalisation de Médecins sans frontières. Après, on pourrait dire l'époque héroïque des années 70. Il y a un travail de standardisation, de professionnalisation et aussi d'application d'un certain nombre de recettes par cet objet kit qui vont permettre à MSF d'être efficace dans différents contextes et donc d'uniformiser d'une certaine manière l'action malgré des contraintes locales qui sont toujours différentes. Ça va aussi correspondre à des contraintes de MSF avec un très fort roulement des professionnels au sein de l'institution. Et donc, ça permet aussi d'avoir une culture commune avec un certain nombre de questions qui se posent du type à quel moment ces techniques qui permettent d'agir pour cette ONG ne viennent pas se réduire finalement à une politique de la survie, pour reprendre les termes de Redfield, et donc à une définition restrictive de la vie. Voilà, donc le documentaire permet de reprendre un petit peu cette analyse ethnographique et de la confronter, et ça a un effet aussi émotionnel assez fort sur les étudiants. Le documentaire Living in Emergency, il est par moments voilà, dur, cru, et il permet de dégager un certain nombre de tensions, et aussi pour les étudiants, je pense, de les faire se les approprier. On sait tout l'idéal et tous les mythes aussi qu'il y a autour de la santé, de la médecine humanitaire, qui est souvent une forme d'engagement auquel les étudiants peuvent penser. Et on voit donc toutes ces tensions, cette tension entre l'engagement héroïque imaginé de ces médecins sur le terrain et puis les limites des moyens in situ. Et là, on le voit très bien, par exemple, les actions en Sierra Leone ou en Libéria, avec vraiment des dilemmes moraux qui se posent, y compris dans les relations, par exemple, avec les soignants au niveau local. Donc voilà, cette petite articulation, ce petit dispositif pédagogique entre un texte ethnographique, mais qui est par bien des aspects socio-historiques, qui permettent justement de prendre cette distance temporelle, et puis deuxième pilier de ce dispositif, le documentaire. Voilà, ça permet d'armer les étudiants
dans la lecture du documentaire, de voir aussi comment est-ce qu'il est construit, de réutiliser des concepts qui sont présentés dans le document et de voir comment est-ce qu'il fonctionne dans le documentaire, justement. Voilà à peu près ce que je voulais dire pour rappeler brièvement le contenu de cette séance qui vient voilà, articuler des questionnements qui apparaissent dans le bouquin d'une manière générale et dans la contribution de Guillaume plus particulièrement. Merci infiniment à tous les deux. Bon, je crois qu'il faut avouer une erreur. Il ne fallait pas faire une notice, mais un plus long chapitre. Mais il y aura d'autres livres hein, et de votre part aussi. Merci aussi pour ce retour d'expérience sur l'enseignement actuel lié à la crise sanitaire. Voilà. Bon, la question de l'amélioration, de est-ce qu'on fera des médecins meilleurs, personnellement, je pense que justement en leur montrant qu'il y a d'autres récits, d'autres temporalités, d'autres outils, et moi je pense que oui, parce que ça les aidera dans beaucoup de situations à justement à se déplacer et éventuellement même à revenir à vos cours. Et, mais au moins à se déplacer et à savoir qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'appréhender un problème et que chaque problème est habité par des points de vue et des logiques et des valeurs qui sont parfois en tension. Et, et merci aussi pour avoir rappelé cette exigence d'uniformisation, de standardisation des pratiques qui est celle habituellement de la médecine d'urgence ou de la médecine de catastrophe ou de la médecine humanitaire, mais qui en ce moment devient la nôtre aussi à travers les questions de déprogrammation, de priorisation et de tri, c'est-à-dire que l'uniformisation que l'on pense pour d'autres pays et d'autres contextes comme étant nécessaire à une bonne médecine, nous la reprenons actuellement dans nos pays et dans nos institutions médicales comme un boomerang et ça nous est très difficile de quitter les repères de l'éthique médicale individuelle, l'exigence de l'évaluation clinique individualisée, évolutive, collégiale, qui ne se laisse pas assigner justement des critères uniformes de prise en charge. Donc c'est bien de montrer comment les logiques de priorisation et de tri se fondent sur cette exigence de standardisation et d'uniformisation, mais qu'en fait c'est plus facile de le dire et de l'imposer à d'autres terrains que les nôtres et aujourd'hui c'est pas facile de nous les approprier dans nos pays censés être très bien dotés en moyens médicaux.